Merci beaucoup, merci beaucoup Valérie pour cette introduction. Et puis effectivement, là je vais essayer de vous parler aujourd'hui des approches des traitements combinés systémiques et loco-régional. Hop, alors, bon, comment je vais passer? Là, ça doit aller, là. Non. Ah, c'est un format PDF. Ah voilà, bah c'est comme ça. Parfait. Bah, je vous présente notre équipe, hein, c'est assez simple. On est 4 médecins en unité d'oncologie hépatique. Mohamed Botor, moi-même, Clément Solvent qui est là, Yasmine Ben Marabé qui est en vacances cette semaine, et donc Hugo qui est là aussi. Pardon. Et je vais essayer de vous présenter, voilà, en gros, c'est ce qu'on va discuter ensemble. C'est... Pardon. Les gens qui sont Je reste ici. en ligne Okay. puissent nous entendre. On va discuter des évolutions des traitements en général dans le carcinome hépatocellulaire. Et puis après, on va présenter quelques cas de challenge des traitements locaux régionaux. L'idée de l'approche, pourquoi on va combiner, et le rationnel de combiner ces traitements locaux régionaux aux traitements systémiques. Quelques études en cours et les résultats, effectivement, comme vient d'en parler Valérie, d'un essai clinique, quand on va en parler des résultats, et puis après les perspectives et la conclusion, bien sûr, grâce à ces résultats préliminaires pour certains essais, et puis après les essais précliniques aussi ou les études précliniques. Comme vous le savez, ça c'est une slide où on montre, on va dire, l'évolution de la prise en charge du carcinome hépatocellulaire durant ces dernières années. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, il y a une vraie évolution des traitements de la prise en charge du carcinome hépatocellulaire au cours de ces 10 dernières années. Comme vous voyez, c'était assez simple. En 2012, donc il y a 10 ans, à peu près. Donc, c'est de la prise en charge a été assez simple. On classifie les malades en fonction du stade de la maladie, de leur état général et de l'extension et la présence de la fonction hépatique en stade précoce, stade intermédiaire, stade avancé et puis après les stades palliatifs. Les stades intermédiaires, c'est eux qui étaient éligibles plutôt à des traitements systémiques. Ici, c'est assez simple. Donc, les malades qui sont considérés comme des stades intermédiaires, donc des CHE un peu multifocaux, plusieurs nodules dans le foie, sans extension extra-hépatique, sans extension ganglionnaire. Globalement, ils sont éligibles éventuellement à un traitement par chimioembolisation. Et comme vous voyez à l'époque, la médiane de survie globalement de ces malades, c'est à peu près 20 mois de médiane de survie. Et puis après, les traitements systémiques, c'était plutôt réservé des malades à stade avancé. Donc quand il y a une extension, ce qu'on appelle vasculaire, donc une invasion tumorale de la branche portale ou d'un tronc portal, la présence ou non quand il y a une métastase extra-hépatique ou une atteinte ganglionnaire, et chez les malades qui étaient en état général, OMS 1 ou 2. Donc globalement, voilà, c'était assez simple, mais on voit aussi pendant ces années, grâce à l'évolution des différents traitements, à l'évolution thérapeutique, il y a beaucoup de changements. Qu'on voit ici tout ce qui est, on va dire, en rouge, c'est les changements qui ont été apportés sur la classification BCLC. En gros, globalement, les Barcelonais, ils ont proposé cette classification pour guider, on va dire, les options thérapeutiques et pour qu'on parle tous de la même manière. Globalement, pour les stades précoces, c'est à peu près les mêmes ce qu'on se connaît, donc ça reste toujours la transplantation hépatique, la chirurgie, ça va beaucoup changer. Mais ce qui va beaucoup changer, c'est plutôt les stades intermédiaires et avancés, ce qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui. Les stades intermédiaires, finalement, on se rend compte que parmi ces stades, il y a plusieurs catégories de ce type de maladies intrahépatiques qui n'ont pas tout à fait exactement la même réponse à ces traitements endovasculaires. On en parlera de quelques exemples tout à l'heure. Donc leur idée, c'est probablement, pour certains malades, oui, c'est une très bonne indication les traitements endovasculaires, la chimioembolisation. Pour d'autres, possiblement, c'est peut-être les traitements systémiques et essentiellement, comme on voit ici, la maladie CHE diffuse, CHE multinodulaire, bilobère, l'atteinte vasculaire. Donc globalement, possiblement, c'est plutôt intérêt à un traitement systémique. Et pour la première fois dans ces guidelines, donc on voit l'introduction d'un traitement qui s'appelle la radiomobilisation, que vous connaissez très bien, que Rachida vous en parlera tout à l'heure. Donc globalement, la radiomobilisation, elle a intégré cet algorithme thérapeutique, même à des stades plus précoces, encore plus. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas le but du topo aujourd'hui. Mais globalement, voilà. Donc vous donnez une idée de l'évolution de ces différents traitements au cours des dernières années. Je vous fais remarquer, donc sur ces slides-là, globalement aujourd'hui, il n'y a pas d'indication à faire combiner les traitements. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les essais, en tout cas, c'est plutôt des essais qui sont en cours, donc il n'y a pas aujourd'hui, des résultats qu'on a actuellement qui permettent d'identifier les malades chez qui on va combiner ces traitements-là. Mais comme je disais, voilà, l'idée c'est qu'on en parle aujourd'hui, qu'on discute de ces indications-là. En parallèle, en même temps, donc les traitements systémiques ont connu
énorme révolution, en tout cas une évolution très importante au cours des 6 dernières années. Globalement, au départ, les années 2007, comme vous voyez, c'était les TKI, donc le sorafenib, qui était le traitement standard en première ligne. Au fur et à mesure des années, pendant quelques années, donc il n'a pas été détrôné le sorafenib, donc il y a eu le lenvatinib, mais globalement, assez rapidement, l'immunothérapie s'est introduite dans les années 2020, avec, comme vous voyez ici, la atezolizumab et bevacizumab, le durvalumab et le tremelimab, d'autres molécules, on en parlera tout à l'heure, globalement, qui sont arrivés en première ligne, ils ont détrôné tous ces traitements systémiques. Pourquoi ils les ont détrônés? Parce que, vous voyez, qu'on voit ici, un peu les résultats comparativement au placebo, au sorafenib, le traitement de référence à l'époque. Comme vous voyez, ces différents TKI, dans la majorité, sont approuvés au moins en Europe et aux États-Unis, donc comme le atezolizumab et bevacizumab, le durvalumab et tremelimab, d'autres qui sont plutôt dans le camrelizumab et le reversirimab, c'est plutôt en Chine. Nivolumab et ipilimumab, il vient d'avoir les résultats positifs de cet essai à peine il y a 3 mois, donc encore il n'est pas en approval, mais globalement pour vous montrer que ces traitements-là, combinant une immunothérapie avec un traitement soit anti-angiogénique, soit une combinaison d'une immunothérapie, la survie globale, comme vous voyez, de 16 mois, elle varie de 16 mois à 23 mois. Le taux de réponse qu'on voit ici, elle varie de 20 à 30% ou 36% en fonction de ces molécules-là. Il y a même des malades avec des réponses complètes, comme vous voyez, 3 à 7%. La survie sans progression, elle était améliorée chez ces malades-là. Et comme vous voyez, donc globalement, si on partait de 10 mois de survie, à peu près 3 mois de survie sans progression, taux de réponse est à peu près à 2% avec les TKI de l'époque. Donc quand même, on a transformé complètement le pronostic de ces malades-là. Donc on obtient des malades, on a des malades chez qui il y a une réponse partielle ou complète, des malades qu'on améliore leur survie. Donc globalement, ça devient un peu le standard avec ces traitements-là. Et on a même des données de survie pour ces traitements-là systémiques, même à plusieurs années de suivi. Comme vous voyez ici, par exemple, ça a été communiqué tout récemment en oncologie, le bras durvalumab plus tremelimumab, donc globalement, la survie globale à 5 ans, elle est estimée à 20%. À 5 ans, donc on a un malade sur 5 qui est vivant à 5 ans après le traitement. Pareil pour l'atezobevas, on n'a pas autant de follow-up là pour l'instant, on devrait avoir, mais en tout cas les résultats ne sont pas communiqués. Globalement, on est quand même, vous voyez, à 50% de médiane de survie à 18 mois. Donc pour tout ça, non seulement une réponse, mais on va dire une grande partie de ces malades, une proportion de ces malades qui va avoir une réponse qui est maintenue dans le temps. Et, Donc tout ça, donc c'était pour les traitements systémiques, mais on connaît aussi les traitements endovasculaires. Jusque-là, c'était les traitements essentiellement, on va parler endovasculaire, c'est la chimioembolisation et la radioembolisation. On sait très bien, quand on regarde dans notre RCP, on sait que certains malades, il y a une très bonne indication à ces traitements-là. Comme vous voyez ici, j'ai le résumé ici, mais peut-être je me suis trompé sous contrôle de nos radiologues. Les malades qui sont en bon état général, chez qui le flux portal est préservé. Une charge tumorale hépatique prédéfinie, ou définie plutôt, pas d'extension vasculaire, pas d'extension extra-hépatique, des malades qui ont une fonction hépatique conservée, A5, A, B7. On sait qu'on a des indications qui sont moins bonnes. On le fait en pratique pour certains malades, mais en tout cas, on sait que probablement les résultats oncologiques seront moins bonnes et les résultats en termes d'efficacité seront moins bonnes. Les malades avec un CHI diffus, un CHI infiltrant, CHI étendu, les malades qui ont une tumeur up to 7, donc ça veut dire plus de 7 cm pour une tumeur, la somme des tumeurs est plus de 7, on va dire. La présence d'une thrombose portale segmentaire ou aussi métastatique chez ces malades reste des indications médiocres moyennes de traitement par chimioembolisation. Donc le premier cas, si on est en train de penser de combiner un traitement systémique, notre objectif c'est d'optimiser ce contrôle tumoral et éviter bien sûr, s'il y a des micrométastases ailleurs, de les traiter donc avec les traitements systémiques. Dans le deuxième cas, la discussion à la RCP, est-ce que c'est une bonne indication à un traitement systémique? Non, c'est une bonne indication à un traitement loco-régional. Est-ce que plutôt on va combiner les deux? Est-ce qu'on va chercher un effet synergique entre ces différents traitements, une synergie potentialisatrice, et pourquoi pas combiner les deux en l'occurrence? Ça, je vous montre quelques exemples de malades où situation clinique, ça de la vraie vie, on va dire. Des cas, un malade, le premier cas, BCLCB, donc puisqu'il est intrahépatique, il n'y a pas de lésion extrahépatique, il rentre dans les définitions de classification intermédiaire, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5 lésions, peut-être il y en a d'autres, je ne sais pas tous montrer, 5 lésions intrahépatiques. Donc typiquement, ce malade, on dit l'indication un traitement par chimioembolisation.
Mais probablement aussi, ces malades-là, il y a tellement de segments à traiter, tellement de lésions à traiter, donc probablement aussi l'efficacité, peut-être pour certains oui, mais on ne va pas pouvoir tout traiter, ni dans une seule séance, probablement 2 séances, plusieurs séances, donc on va poser cette question-là. Pareil, le deuxième cas, un CHE que vous voyez, volumineux CHE du foie droit, une lésion à gauche, globalement, pareil, est-ce qu'une radioembolisation, chimioembolisation de ce malade-là, est-ce une bonne indication ou non? Pardon? Okay. Est-ce que c'est une bonne indication ou non? Donc globalement, on pense en tout cas, probablement, c'est pas la meilleure indication d'un traitement endovasculaire. Pareil, ce malade, il va être considéré comme BCLCC, CHE centro-hépatique, comme vous voyez ici, une extension vasculaire VP2, VP2,5, 3. Donc globalement, si on prend la définition strictus sensus du traitement du BCLC, on va dire que c'est un BCLCC. Est-ce que pour autant on va le contre-indiquer définitivement un traitement par chimioembolisation ou radioembolisation, si on prend un peu les algorithmes, si on les applique comme elles sont, ou plutôt c'est un traitement systémique? Donc c'est un peu les questions qu'on va se poser pour ces cas-là. Pareil, si je prends un autre, désolé, j'ai quelques cas. Celui-là, c'est un BCLCB par définition, hein, c'est une lésion unique, même quasiment 1, hein, si on reprend, on va dire, si on est très strict. Volumineuse lésion centro-hépatique, segment 1 ou 2, je ne sais plus combien. Volumineuse lésion, probablement le traitement endovasculaire. Il y a beaucoup d'afférents, et c'est un peu le même cas ici aussi. Beaucoup d'afférents, nos radiologues vont me dire oui, j'aurais beaucoup de mal à le traiter, tout traiter d'un coup. Notre médecin nucléaire il va dire la dose qu'il faut mettre là-dedans, c'est énorme de comment je vais faire. Donc globalement, c'est un peu la discussion qu'on va faire, et pareil pour celui-là, c'est un peu les cas de volumineuse lésion. Est-ce qu'il y a une bonne indication ou non à un traitement endovasculaire? Probablement, on va se poser la question. Et je vais arrêter avec ça. Hop. Et enfin, voilà. Et 2 autres cas, par exemple, celui-là, c'est un cas super indication en chimioembolisation. Vous êtes d'accord, il n'est pas résécable. Donc, croyez-moi, si je présente, c'est qu'on n'a pas réussi à le réséquer. Lésion ici, une deuxième lésion ici. Donc, globalement, c'est une très bonne indication de la chimioembolisation. Mais on peut se poser aussi une très bonne indication de la chimioembolisation, mais est-ce qu'on peut optimiser les résultats en rajoutant un traitement systémique? En l'occurrence, pour ce malade particulièrement, on l'inclut dans un essai, on combinait avec un traitement systémique en plus de la chimioembolisation. Ce cas-là, il y a 1, 2, 3, 4. C'est vrai, le volume tumoral n'est pas si important que ça, donc on a envie de le traiter plutôt par chimioembolisation, mais c'est vrai, il y a plusieurs nodules. Est-ce qu'on va se concentrer sur le nodule le plus important ou les 2 plus importants? On va essayer peut-être par des traitements systémiques les autres. Et enfin, ce cas-là, BCLCC typique, puisqu'il a une seule lésion du foie droit, assez bien limitée, comme vous voyez, c'est une très bonne indication en chimioembolisation, radioembolisation, sauf que voilà, par malchance, il a une lésion nodulaire, lésion secondaire pulmonaire. Donc globalement, en théorie, c'est une indication plutôt à un traitement systémique. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il a l'intérêt à combiner ces traitements-là pour ces malades-là? Alors, donc, tout ça pour dire, certains ils se sont dit, non, on va comparer l'un par rapport à l'autre. On va se dire, qu'est-ce qui fait mieux? Est-ce que, pour ces malades-là du moins, est-ce qu'on fait un traitement versus l'autre, au lieu de les combiner? On se dit, je vais faire chimioembolisation versus traitement systémique, 2 essais cliniques d'ailleurs, hein, les 2 d'ailleurs académiques, allemands, sponsorisé par des labos, mais en tout cas vient des Peter Gallet, donc des Allemands. ABC et C6, c'est chimioembolisation versus le traitement standard actuellement atezolizumab. Et leur objectif plutôt, c'est de voir jusqu'à quand la procédure va échouer. Donc globalement, jusqu'à quand on se dit, c'est plus possible de traiter par chimioembolisation, jusqu'à quand on va pas plus possible de traiter par un traitement systémique. Replace aussi, c'est un autre essai. Cette fois-ci, soit chimioembolisation, soit radioembolisation. Les malades, selon l'investigateur, sa décision. Les malades sont randomisés, soit pour avoir ce traitement-là, soit un traitement par pembrolizumab plus regorafenib. Et là, l'objectif principal, c'est la PFS. Pourquoi pas? Mais moi, personnellement, je pense que l'approche la plus intéressante, c'est plutôt d'essayer dans le concept de néoadjuvant-adjuvant. Donc, globalement, on va faire un traitement loco-régional, comme je disais tout à l'heure. Ici, la T, c'est la Terre. Et on va essayer d'optimiser ce contrôle tumoral, de détruire ces microphysies de localisation métastatique. Et probablement, il y a plus intérêt à combiner ces traitements, chimioembole ou radioembolisation, avec un traitement systémique. Et voilà, et il y a un fort rationnel, ça a été démontré par, en l'occurrence, les équipes de Beaujean. Ici, vous voyez, après chimioembolisation, Aurélie, avec le travail qu'ils ont fait, ils ont regardé les malades qui ont eu une chimioembolisation avant qu'ils soient opérés, ils ont regardé la biopsie avant, la pièce opératoire après. On voit très bien une expression du PDL1
ou de PD1 et PDL1 qui est élevé après la chimioembolisation. On sait qu'il y a une modification du micro-environnement tumoral, je ne vais pas rentrer tous les détails, sinon on prendra des heures encore. Une modification du micro-environnement tumoral, une modification des effets, comment dirais-je, des marqueurs de lymphocytaires de l'immunité qui est après chimioembolisation. Et on sait que ces techniques-là vont transformer certaines tumeurs qui sont considérées comme froides en des tumeurs relativement chaudes pour les traitements endovasculaires. Et tous ces concepts ont amené à faire des essais cliniques, en l'occurrence, il y a plusieurs, hein, donc j'ai cité un peu les quatre principaux essais, Emerald 1, Lib 01, Test 3, je ne vais pas vous donner tous les détails de tous les essais, mais on va se focaliser plutôt sur l'essai qui est positif ou qui a communiqué ses résultats du moins aujourd'hui, c'est l'essai Emerald 1, c'est un essai international de phase 3. Les malades ont été randomisés pour recevoir, comme d'habitude, la chimioembolisation seule, associée à un placebo. Donc, ils ont une chimioembolisation pendant jusqu'à 4 maximum de chimioembolisation. Soit, ils vont recevoir un bras, il y avait chimioembolisation plus durvalumab plus placebo, donc un anti-PDL1 seul, soit durvalumab plus bevacizumab, donc en anti-angiogénique, anti-VEGF, en association. L'objectif principal, c'était la PFS. Comme objectif principal, pour une relecture centralisée. Objectif secondaire, la PFS selon la relecture locale, on va dire, le survie global et la qualité de vie. Donc je vais aller assez rapidement aux résultats. Si on prend l'objectif principal de l'étude, il était atteint. Donc globalement, le fait d'associer, du moins pour le bras, chimioembolisation plus durvalumab plus bevacizumab, ce n'était pas un peu le cas pour le durvalumab seul, mais en tout cas, je n'ai pas mis tous les résultats, mais en tout cas pour le durvalumab plus bevacizumab plus la chimioembolisation. Donc en effet, on améliore significativement la survie sans progression, comme vous voyez la médiane de 15 mois versus 5 mois pour le placebo plus la thèse. On a des résultats à 18 mois, donc 43% versus 23% pour la PFS. Il faut savoir que la survie globale n'était pas statistiquement atteinte à l'analyse intermédiaire, donc on n'a pas encore de maturité pour parler de la survie globale, mais globalement pour vous montrer quand même il y a là, le proof of concept, le fait d'utiliser un traitement systémique plus une chimioembolisation, ça permettrait de retarder la progression de la maladie. On le voit d'ailleurs après par le TTP, le temps jusqu'à la progression. C'était significativement plus élevé, c'était 24 mois, je ne dis pas de bêtises, versus 10 mois. Donc globalement, on retarde de façon significative. Est-ce que ça va impacter sur la survie globale ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et Maxime, d'ailleurs, merci pour lui de m'avoir prêté ces slides. Donc globalement, on va se dire... ça a amélioré la PFS. Est-ce que pour nous, médecins, radiologues, oncologues, tout ce qu'on veut, est-ce que on va se contenter de ce résultat ou on va avoir plutôt un objectif d'amélioration vraie de la survie globale? On sait qu'actuellement, à peu près, les traitements endovasculaires, la médiane de survie, c'est après 26 à 30 mois. Bon, on n'est plus à vous rappeler les premières slides, 20 mois, non. C'est quand même, il y a beaucoup d'améliorations dans la technique, il y a beaucoup d'améliorations globalement, donc on améliore la survie globale de ces malades-là. Donc si on le retrouve probablement dans cet essai-là, une médiane de survie de 40 mois, je pense qu'on dit pourquoi pas, c'est très bien, c'est magnifique. Quand même, on améliore de façon significative et importante, au moins numériquement parlant, et même, je veux dire, la conception de voir la survie pareil. Donc, je pense que c'est très important. Donc, 40 mois, probablement, c'est très acceptable et probablement, ça va changer notre conduite à tenir pour ces malades-là. Est-ce que si elle est de 32 mois et même si elle est significative, c'est pour nous, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est une question qui va se poser parce que, n'oubliez pas, on en parlera tout à l'heure, il y a des coûts, il y a des traitements, de la toxicité en plus. Est-ce que vraiment c'est intéressant d'avoir tous ces résultats pour 2 mois de survie de plus? Donc, c'était un peu la discussion qu'on peut faire. Et il ne faut pas oublier aussi, la chimioembolisation, elle s'est beaucoup transformée. Les indications, oui, mais aussi la technicité. Donc, nos radiologues, ils ont beaucoup travaillé sur comment la réaliser, comment être hyper sélectif, il y a un sous-groupe de malades qui en bénéficient, c'est pas tous les malades probablement. Elle doit couvrir le volume tumoral, donc on va essayer de traiter le maximum de tumeurs. Le calibrage je vais pas me mettre tous les détails, mais pour vous dire, globalement, donc ça a beaucoup amélioré aussi. Donc forcément, ça améliore le résultat en termes de survie. Et probablement aussi, il faut pas oublier, quand on fait des essais, même si la majorité essaie de harmoniser pour la technique, globalement, c'est un peu différent d'un pays à l'autre, d'un centre à l'autre, de l'expertise d'un
d'un endroit à l'autre. Ça, c'était pour la chimiomobilisation. Aussi, c'est vrai un peu pour la radiomobilisation. On en parlera tout à l'heure pendant des minutes et des minutes, on va dire. Donc, il y a des vraies avancées dans la technique de la radiomobilisation et dans la dosimétrie, dans la sélection des malades, dans la calcul de la dose délivrée. Donc, il y a des vraies avancées qui ont permis d'améliorer, à devenir quand même un traitement personnalisé pour ces malades-là, ce qui permettrait aussi d'améliorer les résultats de survie. Je prends un exemple, la radiomobilisation, c'est l'équipe de Rennes qui montrait, je vais aller vite ici, globalement, quand même, il y a une proportion de malades qu'on arrive à même les réséquer après un traitement par radiomobilisation, donc on est curatif pour certains malades. Si je dis pas de bêtises, il y avait 30% des malades après radiomobilisation qui ont été réséqués après un traitement par radiomobilisation, alors qu'ils n'étaient pas résécables d'emblée. Et on le voit nous aussi par les malades, donc Aurélie, je pense qu'on en parlera, je vais aller très vite là-dessus. On voit très bien qu'il y a des modifications histologiques. Je ne vais pas passer là-dessus parce qu'Aurélie va en parler, mais des modifications histologiques après la radiomobilisation qui montrent qu'il y a de la nécrose, qu'il y a probablement aussi de modification du micro-environnement tumoral et pourquoi pas un potentiel à ajouter à un traitement systémique par immunothérapie. Et on le voit très bien, les scénarios ont changé. Dans notre RCP, ça a complètement changé, les nouveaux scénarios cliniques par la combinaison. Ici, c'est un cas d'une dame de 83 ans. Donc un CHI avancé, une thrombose porte, je ne sais plus où, si les radiologues peuvent m'aider, mais en tout cas je vous garantis qu'il en a. Et on l'a traité par radiomobilisation plus traitement systémique atezolizumab. Et comme vous voyez très bien, ça c'est le GMI 2022, mais je peux vous garantir que 48 mois après, donc il y a un mois je l'ai revu, les résultats spectaculaires en termes de réponse, nécrose quasi complète, quasi très peu de tumeurs actives. La dame elle est vivante 4 ans après le diagnostic. Pareil, ça c'est un homme de 63 ans avec une tumeur infiltrante, comme vous voyez ici, thrombose porte, que je viens de parler du cas tout à l'heure, traité par radioembole, plus suivi d'atezolizumab. Et comme vous voyez, ici, je laisse Aurélie tout à l'heure me sauver de l'interprétation de l'anapathe, mais globalement, je vous garantis, ce qu'elle m'avait dit, en tout cas, il y a de la nécrose quasi complète, 95% de nécrose, comme vous voyez, et puis après, un peu de microbie, c'est normal, c'est parfait, c'est que ça indique. Et ça, c'était aussi, c'est une petite étude de la Pitié, où ils ont démontré, on va dire, que les malades qui ont traité par radiomobilisation plus atezolizumab, comparativement à la radiomobilisation, une meilleure survie, je ne sais plus, à 12 mois, et une meilleure PFS. Et on essaie avec le groupe, ce qu'on appelle Paris Fever Group Cancer, donc on a traité plus de 50 malades avec l'approche radiomobilisation plus atezolizumab, et on va essayer de publier nos données avec la combinaison pour montrer une efficacité et une tolérance de la radiomobilisation plus l'atezolizumab chez les malades localement avancés. Et juste pour vous dire, quand même, il y a quelques essais, donc ça c'est la vraie vie, mais il y a quelques essais qui essaient de démontrer qu'il y a un intérêt de les combiner. Un essai de phase 2 qui s'appelle Rouen, plusieurs centres, Nantes, Beaujon y participent, CHI intermédiaire précoce, non éligible à un traitement par ablation ou chirurgie, une petite extension, donc voilà, des petites tumeurs. Donc on ne va pas faire de la grosse dosimétrie et de la grosse bombardement de traitement. Yttrium 90 et par thérasphère versus Yttrium 90 par thérasphère avec durvaltrémé. 70 malades après dans chaque bras. L'objectif, c'est le taux de réponse objectif, la durée de réponse, et PFS, la survie sans progression et la survie globale en objectif secondaire. Dommage de Brave, pour ceux qui l'ont connu, Beaujon et l'IGR, c'était atezolizumab avec radiomobilisation avec le myome. Malheureusement, l'étude était arrêtée au bout de quelques malades, mais c'était une approche assez intéressante. Donc, ce qui nous mène plutôt à plusieurs des questions par la suite, bientôt fini, c'est pour ceux qui sont ennuyés déjà, plusieurs questions qui demeurent en suspens. Finalement, pour qui on va faire ces combinaisons-là? Est-ce que c'est pour tous les patients, ou plutôt uniquement pour les bons candidats? Comment identifier ces candidats finalement? On a besoin de biomarqueurs pour identifier aussi. Quand est-ce qu'il faut faire après, avant le traitement endovasculaire, après ou péri, donc après et avant? Puis après, il faut se mettre en tête, on augmente le nombre de traitements, on augmente le nombre de toxicités, donc on augmente pour chaque traitement sa propre toxicité, puis après l'effet cumulatif de ces différentes toxicités, puis après il ne faut pas oublier, tout ça, ça a un coût, donc c'est bien de multiplier, Tremelimumab, 40 000 euros, juste la perfusion, c'est une seule, mais c'est 40 000 euros, quoi. Et donc peut-être Baki, c'est un peu ce qui essaie de répondre en l'occurrence le FHU Operandi.
comme vous savez, je ne vais pas parler tout en détail, mais globalement, c'est un des objectifs, effectivement, de s'identifier comment dirais-je, ces biomarqueurs qui permettraient d'identifier les malades qui sont plutôt éligibles à un traitement endovasculaire. Et puis après, pour conclure et pour donner d'autres perspectives, j'espère, l'immunothérapie, c'est un vrai progrès et un progrès majeur dans l'amélioration du pronostic des malades du carcinome vasculaire. Comme vous voyez, pour certains malades, c'est même guéri certains malades. Il y a une perspective pour la combinaison de ces traitements endovasculaires. On l'a vu avec cette étude-là qui s'appelle EMERALD 1. Le Durva désolé, c'est pas plus atésol, plus bevacizumab, plus la chimioembolisation. Ça montre un fort signal d'intérêt de combiner ces traitements systémiques en adjuvant avec les traitements locaux-régionaux. Désolé, j'ai pris de notre conclusion, mais donc j'ai fait des fautes. Probablement attendre un meilleur recul pour avoir l'impact réel sur la survie globale pour ces malades-là. Et puis après, nous on pense en tout cas, pour ceux qu'on a testé, la séquence radioembolisation plus traitement systémique, incluant même une immunothérapie, elle est faisable et sécure. Comme je disais, une cinquantaine de malades qui ont traité sur Beaujon, une approche attrayante pour améliorer le pronostic et la prise en charge de ces malades-là. Probablement le futur aussi, est-ce que de nouveaux radioisotopes qui sont utilisés pour la radioembolisation et quel serait leur effet synergique par rapport au traitement systémique. Et puis après, ça c'est Jules, il est beaucoup plus fort que moi de parler, il nous en parlera je pense, comment utiliser l'intelligence artificielle, les modèles biomathématiques pour améliorer la prédiction aux réponses aux traitements combinés. Et je vous remercie pour votre attention.